Grant Thornton est partenaire de Réseau Entreprendre et justement Agnès Passé vient souvent au comité donc sur Montpellier. Plaisir. Donc voilà, ce sera Agnès et Stéphanie qui vont, je pense, faire ce club des lauréats. Donc merci à vous et je vous laisse prendre la main sur ce club et moi je gère si on me répond. D'accord, d'accord. On va écouter, ravi de vous accueillir. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense pas que, Jean-Charles, on a eu l'occasion lors des comités de se rencontrer. Donc moi, je m'appelle Agnès Passé, je suis expert comptable et je suis associée au sein du bureau de Montpellier de Grant Thornton. Et dans ce cadre-là, j'accompagne des PME autour de tout ce qui est, on va dire, structuration de la partie finance ou gestion sociale. Voilà, donc au-delà de l'aspect purement fiscal, comptable, paye, vraiment accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur organisation financière et sociale pour gagner en efficacité sur ces sujets-là. Pour aujourd'hui, donc, je suis accompagnée de Stéphanie Oswald. Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, je suis Stéphanie. Je suis également expert comptable et je suis rattachée en fait à leur BFR et Cash Management chez Grant Thornton. Donc, nous, notre activité, elle s'oriente autour de la trésorerie des entreprises au sens large, donc autant sur les cycles amont de BFR, donc les cycles clients, fournisseurs, stock, comme de la trésorerie opérationnelle, prévisionnelle et les financements d'exploitation avec on va dire, spécialité sur les solutions d'affacturage. Voilà. Donc en fait, on a voulu aborder ce club des lauréats avec le sujet de la trésorerie parce que notre objectif, c'est de vous montrer à quel point l'organisation autour de la trésorerie est hyper structurant pour une organisation, pour une entreprise. Donc on va passer une petite heure ensemble, on va essayer de rattraper le petit délai au démarrage en cours de route. Donc pour des raisons pratiques, on va vous couper les micros pour éviter un peu les bruits parasites, mais surtout, vous n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des réactions, des questions, etc. On est en petit comité, donc c'est tout l'intérêt. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre ou à mettre vos commentaires dans la conversation. On aura bien sûr un temps d'échange à la fin. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de vous montrer à quel point la trésorerie est structurante pour une entreprise, comme je le disais. On va essayer de vous montrer quelques bonnes pratiques et quelques, on va dire, quick wins pour gagner en efficacité dans la gestion de la trésorerie. On va essayer également d'aborder le sujet outils parce que, comme on disait en introduction, ça fait partie vraiment des questions qui reviennent de façon régulière en disant quel outil pour gérer ma trésorerie. Donc, on va essayer un peu de démystifier ce sujet-là. Alors, bien sûr, l'outil, il n'y a pas d'outil, on va dire, révolutionnaire qui colle à toutes les situations. C'est très lié au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise, etc. Mais on va essayer de vous montrer, et ça doit répondre à un cahier des charges. À chaque fois qu'on accompagne les clients sur ces sujets-là, on définit avec eux un cahier des charges et après, on regarde sur le marché ce qui existe. On va essayer de vous montrer à quel les informations importantes à avoir pour gérer la trésorerie. Ok, eh bien, démarrons tout de suite. Alors, vous avez à l'écran le sommaire, donc les différents points qu'on va aborder. Alors, très rapidement, brosser ce qu'on appelle gestion du cash avec les différentes briques qu'il faut avoir à l'esprit. Et on fera un focus sur les encaissements, les décaissements et sur le côté prévisionnel aussi du cash. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de gestion de cash, gestion de trésorerie, le piège, c'est de ne pas être exhaustif ou en tout cas oublier ou mettre de côté certaines briques. Alors, quand on parle de cash, de trésorerie, ce n'est pas uniquement le flux à la fin matériel de trésor qu'on trouve sur son compte bancaire. Il faut avoir à l'esprit que comment se génère cette trésorerie, c'est à la fois l'activité de l'entreprise, donc votre business, et puis aussi l'ensemble des processus dans votre organisation qui vont aussi influencer le niveau de trésorerie et générer à la fois des flux cash-in, donc des encaissements, des flux cash-out, les décaissements, pour avoir in fine un montant de trésorerie au sein de votre structure. Donc ça, une fois qu'on a dit ça et qu'on a bien à l'esprit que c'est une notion donc, de business et de processus, on peut se focaliser sur les différentes briques que vous avez sur la droite donc, du slide qui vous est présenté.
où on reprend grosso modo la gestion du cash avec bien entendu le pilotage des encaissements pardon, et des décaissements. Donc ça, c'est 2 points essentiels qu'on reprendra juste ensuite, avec la sécurisation des processus qui est intimement liée justement à ce pilotage encaissement-décaissement. Et il y a aussi une notion de prévision, de pilotage de son cash. Alors que ce soit l'évaluation des besoins de trésorerie à différents horizons, donc court, moyen et même long terme, savoir monitorer aussi son niveau de liquidité, et puis ensuite, une fois qu'on a cette vision, pouvoir adapter ou en tout cas rechercher les financements qui sont adaptés. Donc c'est vrai que la gestion du cash, c'est une approche à la fois très opérationnelle et prévisionnelle. Donc, allons tout de suite faire le focus sur les encaissements. Donc, c'est vrai, quand on parle d'encaissement en termes de gestion de cash, on a plutôt tendance à faire un grand raccourci en se disant, bah oui, mes encaissements, ils proviennent de mon recouvrement. C'est un peu l'erreur à éviter dans le sens où le recouvrement, il arrive en bout de chaîne de votre cycle client. Alors, ce que j'appelle cycle client ou cycle OTC, Order to Cash, c'est l'enchaînement finalement des étapes de la contractualisation avec un client jusqu'à l'extinction de sa créance. Donc là, vous avez encore une fois à l'écran, de façon très schématique, les grandes étapes du cycle client, avec notamment donc la création d'un nouveau client, le traitement de la commande, la prestation, facturation, émission d'avoir, recouvrement que vous trouverez donc vraiment en bout de chaîne, et bien sûr le suivi des performances de ce cycle pour, in fine, avoir un impact sur la trésorerie. Mais ayez bien à l'esprit que finalement, sur chacune des briques du cycle client, il faut optimiser ou en tout cas avoir un regard attentif, puisque un dysfonctionnement pourrait avoir un impact direct sur votre cash. Donc, typiquement, prenons la première brique. Donc, quand on crée quand on démarre une relation avec un client, il y a un enjeu qui est qui est incontournable, qui est l'évaluation du risque client, puisqu'en fonction de la situation financière de votre client, vous pouvez déjà, à peine contractualiser, j'ai envie de dire, déjà mettre un risque sur vos encaissements futurs. Bien entendu, au moment où vous allez traiter la commande de votre client, réaliser la prestation, il faut que ça soit bien circonscrit de façon déjà contractuelle et que la créance qui va naître soit exactement celle que vous avez vendue à votre client. Donc ça, c'est une notion d'exhaustivité de la facturation, à savoir à un instant T, est-ce que j'ai bien facturé tout ce que je devais facturer, auquel cas, bien entendu, vous le comprendrez que ça a un impact immédiat sur la trésorerie en bout de chaîne. Un point important également sur la notion de justificatif, c'est-à-dire que à chaque étape de du déroulé, on va dire, de votre relation client, ayez un point assez majeur en tête à chacune de ces étapes, donc c'est la justification. Alors quand on parle de justification dans le cycle client, ça va être le contrat, ça va être les bons de commande, les bons de livraison, les factures, bien entendu, tout ça bien gardé consigné, puisque ça vous permet d'une part d'éviter certains litiges, ou en tout cas vous rattacher pour le traitement de vos litiges à des éléments tangibles qui vont vous permettre de traiter plus rapidement donc les éventuelles contestations ou discordes avec votre client, et donc avoir un impact plutôt positif sur votre trésorerie in fine. En termes de facturation aussi, il y a une notion de délai dans les enjeux de facturation, puisque plus on facture tôt, plus on a une chance d'encaisser tôt. Donc là, il y a aussi une organisation, en tout cas au sein des structures, à mettre en place et sur laquelle il faut être vigilant. C'est-à-dire que, par exemple, pour un prestataire de service, s'il facture ses prestations donc réalisées par des hommes qu'il paye via des salaires, donc son principal coût de production, c'est les salaires qu'il doit décaisser en fin de mois. Si, au terme de sa prestation, il met un mois à facturer son client,
je vous laisse prendre la mesure de l'impact en trésorerie que cela peut avoir. Donc, il y a une notion de délai de facturation à avoir en tête. La gestion des avoirs, alors on pourra y revenir, mais c'est sûr que la gestion des avoirs, elle doit être gérée ou en tout cas appréhendée de façon très structurée pour un temps de traitement qui va être limité au maximum pour pouvoir, bien entendu, ne pas retarder les encaissements qui en découlent. Et enfin, le recouvrement, donc là, bien entendu, qui a toute son importance dans le cycle client et notamment pour le recouvrement donc des créances et un impact direct en trésorerie. Où là, on va y revenir un peu plus tard avec ce qui est une bonne procédure de recouvrement, mais en tout cas, un point essentiel également, c'est que ce recouvrement, il doit être structuré, il doit être vraiment implanté au sein de l'entreprise. C'est, on va dire, une étape qui ne se fait pas uniquement par une personne. En général, quand on parle de recouvrement, il y a X personnes au sein de la structure qui peuvent être concernées par ces actions. Donc, bien entendu, on a alors, ce qu'on va appeler un chargé de recouvrement, en tout cas la personne qui va réaliser les actions de recouvrement. Mais en cas de litige, alors bien entendu, on a différentes catégories de litiges, mais en cas de litige, par exemple, commercial ou en cas de litige qualité, c'est pas la personne qui effectue le recouvrement qui pourra apporter les éléments de réponse. Donc, elle va forcément devoir solliciter d'autres personnes au sein de l'organisation. Et ça, c'est important d'avoir structuré et d'impliquer tout le monde dans la gestion, en tout cas, du recouvrement et la résolution, surtout des litiges. Ouais. Là, je me permets d'intervenir. Effectivement, la question récurrente quand on intervient dans des sociétés, c'est en termes de procédure de recouvrement, est-ce que c'est moi en tant que dirigeant, enfin je parle dans des petites structures, est-ce que je dois gérer moi-même le recouvrement parce que c'est moi qui ai la relation commerciale et après tout, c'est moi qui suis en contact direct avec le client. C'est vrai que, comme le dit Stéphanie, dès que vous pouvez, la taille le permet, un peu distinguer et faire traiter tout le côté administratif du recouvrement par une autre personne, ça a vraiment plusieurs effets vertueux. C'est-à-dire, d'une part, vous gagnez quand même en temps parce qu'on va dire que 90% des sujets de recouvrement sont liés à des difficultés administratives. Et là, vous pouvez très clairement déléguer cette partie-là. Et ça vous permet aussi d'être un peu en dehors de cette première relance et cette première gestion et de garder vraiment la relation commerciale avec vos clients et bien sûr intervenir s'il y a un sujet, on va dire, un peu plus compliqué à gérer. Et là, c'est bien sûr, vous montez au créneau. Et ça, c'est le premier point. Finalement, c'est assez vertueux quand on le peut, vraiment de distinguer les deux parties. Et d'autant plus que la gestion du recouvrement client, il ne faut jamais rien lâcher. C'est-à-dire que ça doit être vraiment inscrit dans une procédure très organisée chez vous. Et vraiment, il ne faut jamais relâcher la relance et de se dire, bon là, je suis complètement sous l'eau, je n'ai pas le temps ces prochaines semaines de relancer et d'effectuer des actions. Il faut vraiment que ça soit on va dire, dans un processus qui est très cadencé. Et parce que dès qu'on arrête de gérer ça, en fait, très rapidement, il y a des décalages de trésorerie et on perd en fait en termes de cash. Donc, c'est vraiment le fait de le déléguer à une personne, que ça soit dans sa fiche de fonction, en disant, bah voilà, dans ta fonction, il y a ce sujet-là et tous les X de chaque semaine, tu effectues une relance sur les clients ou tu gères une partie de cette procédure. C'est vraiment très structurant et ça, on gagne en efficacité. Ça fait une parfaite transition avec justement ce qu'est une bonne procédure de recouvrement. En général, quand on parle de procédure de recouvrement, il y a deux aspects, en tout cas deux briques dans cette procédure. C'est une brique, on va dire, préventive avec ce qu'on va appeler de la pré-relance et une brique curative qui est vraiment de la relance après date d'échéance. Pour la partie pré-relance, alors bien entendu, ça va dépendre de vos modalités de facturation et des délais accordés. Si vous facturez comptant, bien entendu, la pré-relance ne va pas forcément s'appliquer. Mais auquel cas, à partir du moment où vous accordez des délais à vos clients, une des bonnes pratiques est d'effectuer des pré-relances à X jours avant date d'échéance pour vous assurer en tout cas que toute la partie réception de facture, conformité de la facture, process de validation de vos factures ne pose aucun souci.
auquel cas, si il y en avait un, vous auriez le temps encore de corriger, éventuellement de faire les modifications nécessaires avant la date d'échéance, et ça ne compromettrait pas le paiement à échéance. Bien entendu, rares sont les clients de toute façon qui vont vous payer avant la date d'échéance, mais en tout cas, à partir du moment aussi où la date d'échéance est dépassée, il faut absolument, en termes de bonne pratique, que vous ayez, comme le disait Agnès, des jalons de relance qui soient très rythmés, très cadencés. Et souvent, ça étonne un peu nos clients quand on les accompagne sur cette mise en place de procédures de recouvrement, c'est que finalement, elles sont assez rapprochées et déjà rapprochées, on va dire, de la date d'échéance. Vous voyez sur l'exemple, DE date d'échéance, première relance R1 AJ+3, R2 AJ+10, R3 AJ+17, et on arrive assez rapidement à des mises en demeure dans la fin du mois écoulé de non-paiement. Alors, bien souvent, nos clients nous disent « mais c'est un peu rapide, etc. » Mais ayez bien en tête que de toute façon, plus votre créance sera vieille, plus elle sera difficile à recouvrer, et que dans ce cadencement de relance, vous maximisez les chances d'obtention de votre règlement. Et le but à chacun des jalons de relance, c'est vraiment d'obtenir une promesse de règlement de vos clients. Une promesse, c'est quoi? C'est pas juste le client qui nous dit « oui, je vais vous payer, vous inquiétez pas ». Une promesse, c'est un montant, une date, donc validée par le client. Et ça prend toute son importance et ça fera le lien avec ce qu'on verra un peu plus tard sur les projections justement de trésorerie, le pilotage, la prévision de trésorerie, puisque ce sont en général ces promesses de règlement qui vont nous aider aussi à piloter à court terme notre trésorerie et nos liquidités. Donc là, ça c'est vraiment important d'avoir cette notion de procédure de recouvrement très cadencée, rythmée et surtout bien tenue. Sur ce cycle client, on vous a indiqué quelques indicateurs clés qui alors, sont relativement faciles à calculer, qui ne doivent pas poser de difficultés particulières, mais qui permettent en tout cas de monitorer aussi la performance de votre cycle client. Donc, les premiers sont ce qu'on appelle donc le DSO. Le DSO, c'est ni plus ni moins que le délai règlement client. Et donc, on a 3 DSO. On a le réel, donc qui est le délai de paiement réel de vos clients. Ce qu'on appelle BPDSO, c'est le délai théorique, donc c'est celui que vous avez vendu contractuellement à votre client. Et la différence des deux donne le DSO subi, donc le retard de paiement. Donc ça, en suivant vos indicateurs, ces 3 indicateurs, vous êtes en mesure d'évaluer la performance finalement de l'intégralité de votre cycle client et de remonter, comme on l'a précisé, sur les différentes étapes de votre cycle pour identifier les dysfonctionnements. Un autre indicateur qui est le taux d'avoir. Alors ça, on n'y pense pas forcément, mais le taux d'avoir, il reflète énormément de choses. Donc, c'est ni plus ni moins que le montant des avoirs sur le chiffre d'affaires brut. Vous pouvez le faire mensuellement et suivre son évolution. Mais qui dit taux d'avoir important ou en tout cas erratique ou alors un pic d'avoir ponctuel, en tout cas, ça, c'est un indicateur qui peut vous alerter sur des dysfonctionnements au sein de votre cycle client. Ensuite, bien entendu, il faudra comprendre la nature de ces avoirs. Est-ce que finalement j'ai un taux d'avoir énorme parce que mon système de facturation est mal paramétré, à chaque fois que je sors une facture, je n'ai pas les bonnes références ou je n'ai pas les bons tarifs, enfin que sais-je, auquel cas vous êtes obligé d'émettre des avoirs pour réémettre des factures. Donc là, typiquement, vous identifiez un problème de SI. Vous pouvez avoir finalement des taux d'avoir qui explosent parce que il y a eu des problèmes de qualité sur un mois donné, etc. Mais en tout cas, vous identifiez les dysfonctionnements de votre cycle client. Bien entendu, la photo de la balance âgée client et son évolution vous permet aussi de voir et d'évaluer et de suivre la performance, notamment de votre process de recouvrement. Et un point à monitorer, le montant des promesses de règlement, comme je vous le disais, qui a tout un intérêt pour la projection du cash. Et là, on voit en fait toute l'importance de votre outil on va dire, de gestion commerciale d'émission de factures qui doit vous permettre de sortir ces indicateurs et vous permettre de piloter votre cycle d'encaissement. D'autant plus, je pense que vous l'avez en tête, il y a quand même une évolution réglementaire sur le sujet facturation, puisqu'il y a la facturation électronique qui arrive à grands pas.
Alors, juste pour vous rappeler un peu les différentes échéances, je pense que vous êtes dans la strate, on va dire, TPE, PME. Donc, c'est sûr, on peut se dire que l'échéance est lointaine puisque l'obligation d'émettre des factures en facturation électronique, ce sera qu'en janvier 2026. Et ce qu'il faut que vous ayez quand même en tête, et là, on en parlera au niveau des décaissements, c'est que l'obligation de recevoir de la part de vos fournisseurs des facturations électroniques, si vous avez des fournisseurs d'une certaine taille, c'est dès juillet 2024. Et donc, il faut commencer à réfléchir un peu à vos outils. Et comme je disais, le processus, pour bien avoir un outil adapté à vos besoins, ça passe forcément par un cahier des charges qui est vraiment spécifique à votre secteur d'activité. Après, on a l'avantage d'être maintenant dans un environnement où il y a des outils quand même qui sont sur le marché, qui sont simples de mise en place, hein. Et on n'est plus dans des systèmes de RP très complexes comme on pouvait y avoir, on va dire, il y a 15-20 ans. Là, pour vraiment la PME, on a des outils qui sont vraiment très performants et qui peuvent correspondre à un instant T par rapport à votre taille. Et après, rien n'empêche de faire évoluer l'outil s'il y a des besoins complémentaires qui s'installent. Mais là où j'insiste, c'est vraiment de passer par le cahier des charges et de réfléchir à vraiment par rapport à vos besoins, à vous, votre organisation, quels sont on va dire les points clés dont vous avez besoin dans le cadre de vos outils. Alors, ce que je vous propose, de passer à la partie, le pendant en tout cas des encaissements qui concernent les décaissements. Donc là, on n'est plus sur le cycle client, mais on bascule sur le cycle fournisseur. Alors, ça va être exactement le même principe, c'est que dans le cycle fournisseur, on a aussi tout cet enchaînement d'étapes, finalement, de la contractualisation au paiement de votre facture fournisseur. Et bien entendu, tout ce cycle doit également être structuré puisque on n'est pas juste à recevoir ces factures fournisseurs et à les payer soit quand on a de la trésorerie ou soit quand on en a envie. Il y a vraiment aussi toute une structuration de ce cycle fournisseur qui est importante pour une bonne gestion de sa trésorerie. Et bien entendu, le risque de toute façon à une mauvaise appréhension ou en tout cas structuration du cycle fournisseur, ça serait d'avoir des retards de paiement sur ces fournisseurs et auquel cas qui serait en tout cas en grande partie le résultat d'un dysfonctionnement d'organisation. Donc c'est vrai que quand on parle de la partie fournisseur, il faut de toute façon avoir en tête qu'une contractualisation de la relation avec ses fournisseurs est vraiment fondamentale. Notamment, on a évoqué rapidement ce point par rapport à la partie client. Mais voilà, en termes de justificatifs de prévention contre des litiges éventuels, ça c'est vraiment un point essentiel en tout cas dans la construction ou dans la gestion de votre relation avec vos fournisseurs. Après, bien entendu, donc, dans la contractualisation, il y a des aspects coûts, mais il y a aussi des aspects importants qui concernent les modalités de règlement, que ce soit les modes de règlement, mais également les délais de règlement. Et ça, c'est une partie à laquelle il faut être vigilant quand vous contractualisez avec vos fournisseurs, puisque alors on n'a pas forcément toujours la chance, l'opportunité ou le poids pour négocier avec ses fournisseurs les notions de délai, mais en tout cas, ce sont des éléments du contrat auxquels il faut être vigilant puisque ça a un impact immédiat sur votre trésorerie, sur votre gestion de trésorerie. Et je fais tout de suite le lien avec un point qui est un peu plus bas, mais quand on parle de rationalisation des achats par nature, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs fournisseurs pour une même nature d'achat, là, il convient de se poser aussi la question, en tout cas de comparer pas seulement donc, les coûts, mais également les conditions de règlement qui vous sont allouées pour éventuellement pouvoir repositionner en tout cas vos achats sur les meilleures conditions ou en tout cas pouvoir aussi challenger vos fournisseurs grâce à des conditions qui seraient accordées par d'autres plus avantageuses.
Mais en tout cas, c'est vraiment un point qu'il faut appréhender et ne pas, comment dire, laisser de côté ou ne pas seulement subir. Mais c'est un point d'attention assez essentiel pour la gestion de son cycle fournisseur. Bien entendu, on parlait de justificatif, et bien là, ça sera la même chose, c'est-à-dire que quand on contractualise avec un fournisseur, on va émettre un ordre d'achat, un bon de commande, vous aurez un bon de livraison et une facture. Toute l'importance de bien structurer aussi ces rapprochements entre ces différents justificatifs qui sont ni plus ni moins que la résultante des différentes étapes du cycle fournisseur pour vous assurer que finalement ce qui vous est facturé, donc ce que vous avez décaissé correspond bien à une commande et une commande acceptée pour qu'ensuite vous puissiez décaisser juste dans le sens où décaisser quelque chose qui vous a vraiment été fourni. Un point aussi essentiel, ou en tout cas à avoir à l'esprit côté fournisseur, quand on reçoit sa facture, c'est aussi de vérifier les conditions de règlement qui sont appliquées sur cette facture. D'une part, pour être sûr qu'elle corresponde bien au délai contractuel, en tout cas ce qui a été convenu avec votre fournisseur, pour pas qu'il y ait d'erreur, ou en tout cas pour pas que vous soyez désavantagé par rapport à une date de paiement. Parce que, alors, en fonction des cas, en fonction des outils qui sont mis en place dans les structures, mais les factures fournisseurs, donc elles sont saisies, rentrées avec une date d'échéance, et puis bien souvent, si vous êtes à un niveau, on va dire, de digitalisation, un certain niveau de digitalisation, pour générer vos paiements, vous allez émettre des fichiers de paiement peut-être par rapport à votre comptabilité fournisseur, à ce que vous avez dans votre comptabilité, et donc la date à laquelle le paiement va être généré sera la date d'échéance de la facture. Donc si vous n'avez pas vérifié en amont qu'elle correspond bien à vos délais contractuels, il se peut que vous soyez pénalisé en termes de trésorerie. Et auquel cas, si vous ne payez pas, si par hasard il y avait un écart entre la date contractuelle et la date mentionnée sur votre facture, mais que vous appliquiez quand même les délais contractuels, vous pourriez, on va dire, mettre en évidence, ou en tout cas générer sur le papier un retard qu'il faudrait ensuite justifier en remontant sur les clauses contractuelles, etc. Et ça m'emmène au point suivant, qui sont aussi se prémunir contre les contrôles de la DGCCRF. Donc ça, c'est l'organisme qui s'assure du respect des délais de paiement interentreprises. Et ni plus ni moins, pour résumer leur méthode de contrôle, c'est ils arrivent au sein d'une entreprise, ils prennent donc les dates d'échéance des factures fournisseurs versus les dates de règlement. Si vous avez du retard, eh bien, c'est des gains de trésorerie que dont vous avez bénéficié par rapport à vos fournisseurs, et auquel cas, c'est les montants des sanctions qui peuvent vous être appliqués. Donc là, en effet, encore une fois, ça met aussi en avant le fait que payer à l'heure ses fournisseurs est d'une importance primordiale aujourd'hui, surtout que ces contrôles-là ne touchent pas que les grands groupes, c'est vraiment tout type d'entreprise. On a eu, de toute façon, les sanctions, elles sont consultables sur le site justement de la DGCCRF, et vous pouvez même retrouver des barres tabac qui sont fait redresser sur ces retards de paiement fournisseurs. Donc vraiment un point important, c'est de payer ses fournisseurs donc en temps et en heure, donc pour éviter justement ces sanctions, mais aussi pour assurer la qualité du service fournisseur par la suite, parce qu'on évite les ruptures, les non-livraisons, les blocages de commandes, etc. Donc ça a aussi des impacts sur votre business futur. Après, pour suivre justement ce respect des délais, on parlait d'indicateurs DSO quand on évoquait le cycle client. Eh bien, on a le pendant côté fournisseur avec ce qu'on appelle le DPO, qui est ni plus ni moins que le délai règlement fournisseur, et auquel cas on se retrouve dans une même configuration avec trois composantes. On a les réels
auquel vous payez vos fournisseurs, on a le délai contractuel et puis du coup, on a le retard engendré, le retard créé. Donc ça, pareil, en bonne pratique, c'est vraiment le suivi de ces indicateurs pour pouvoir mesurer finalement l'évolution et votre performance sur votre cycle fournisseur. Alors, on parle souvent de, oui, payer à temps, en heure, à date d'échéance les fournisseurs. Bien entendu, dans une organisation et surtout quand on a des business qui commencent à s'étoffer, on a une multitude de fournisseurs, donc ça veut dire une multitude de dates d'échéance et donc on pourrait avoir à traiter, à gérer ces paiements fournisseurs quotidiennement. Après, il y a une notion quand même de rationalisation du temps de traitement, de structuration des paiements fournisseurs ou vous avez peut-être déjà connu dans d'autres organisations ou peut-être que vous le mettez également en place, mais ce sont la notion de campagne de règlement. Donc, ce qu'on appelle campagne de règlement, c'est fixé dans le mois X campagnes. Alors, en fonction des structures, on peut en avoir une par semaine, deux par semaine ou alors seulement deux par mois. Auquel cas, donc ça, c'est plutôt une bonne pratique en termes de structuration et de rationalisation, d'optimisation des process. Auquel cas, les dates de ces campagnes, elles doivent quand même être étudiées et choisies. Donc, si vous avez des salariés, vous aurez forcément peut-être une campagne qui va se caler sur le paiement des salaires. Si vous avez des échéances sur vos principaux fournisseurs qui tombent le 10 du mois, il va falloir caler une campagne, on va dire, à cette date pour pouvoir assurer, en tout cas générer aussi le moins de retard possible dans un mois donné. Et puis un petit focus dans cette mise en place de campagne de règlement, c'est aussi être toujours très vigilant à vos fournisseurs stratégiques, c'est-à-dire que même si on a 2 campagnes par mois, vous avez votre principal fournisseur de matière qui vous émet une facture dont l'échéance arrive entre 2 campagnes. Là, il faut bien entendu se poser la question de faire un virement spécifique pour ce fournisseur pour assurer que ce soit, comme je le disais, des livraisons et la bonne continuation et la continuité en tout cas du cycle d'exploitation dans son ensemble. Donc voilà pour les bonnes pratiques qui sont liées au cycle fournisseur, mais on retrouve vraiment le pendant du cycle client, vous l'aurez compris. Juste le petit focus sur les outils. Bon, voilà, encore une fois, forcément, ça passe par un cahier des charges. On voit l'importance des outils, on va dire, de gestion client et de gestion fournisseur qui vont vous permettre après d'obtenir les informations importantes pour vous permettre après de travailler sur la prévision de trésorerie qu'on va voir dans le slide suivant. Nous, quand on accompagne les clients là-dessus, alors soit on passe par un cahier des charges et on va sur des outils spécifiques qui sont en fonction de l'activité des clients. Sinon, nous, on a un certain nombre d'outils qu'on sélectionne et qui correspondent, on va dire, au plus grand nombre. Et on voit l'importance d'avoir un outil qui vous permette de rapprocher l'ordre d'achat, le bon de commande, le bon de livraison, la facture et de suivre après le règlement client pour vous, règlement fournisseur, pardon, pour après organiser vos campagnes de fournisseurs. Donc là, il y a des outils qui sont très bien sur le marché et faciles à mettre en œuvre. Je rejoins tout à fait Agnès sur ces aspects-là. Bon, après, c'est vrai que ça va dépendre d'une volumétrie, mais en tout cas, en termes de gains de temps passé sur le traitement de ces aspects, on va dire rapprochement, etc. Et même quand vous êtes plusieurs intervenants, parce que souvent sur les validations, dans les workflows de validation de factures, etc., c'est pas une même personne qui va traiter l'ensemble des successions de tâches. Il y a un opérationnel qui va valider la facture. Ensuite, une fois qu'elle est validée, ça va aller en paiement, donner le bon à payer. Puis la validation du paiement peut se faire aussi par une autre personne. Donc c'est vrai que les outils vous permettent aussi de structurer et en tout cas de bien retranscrire une organisation et de faciliter cette organisation. Et également, quand on a des métiers où on est beaucoup en déplacement, maintenant on a des outils qui se gèrent depuis des téléphones portables, etc. Enfin, vraiment dans le marché du professionnel, des outils professionnels, on retrouve un peu ce qu'on peut voir au niveau personnel dans notre vie privée. On a vraiment des outils hyper ergonomiques maintenant qui peuvent permettre de gérer quand on est en déplacement, et ce qui peut être dans certains cas très, très pratique.
Alors, juste pour boucler la boucle, on va dire sur cette partie amont processus, on a vu les encaissements avec le cycle client, les décaissements avec le cycle fournisseur. Donc, dans la partie BFR, ou en tout cas gestion du BFR, il nous manque une petite brique qui est celle qui concerne les stocks. Alors là, je vais aller assez rapidement parce que c'est vrai que les stocks, on pourrait tenir un atelier complet sur la gestion, optimisation des stocks. Il faut juste, bien entendu, avoir à l'esprit que les stocks peuvent avoir un impact sur la trésorerie, bien entendu, que la gestion des stocks, elle découle principalement d'un équilibre entre les coûts de gestion des stocks et le taux de service qu'on souhaite apporter à nos clients. Et bien entendu, en fonction de cet équilibre, et en tout cas en cas de déséquilibre, on peut se retrouver avec du surstockage, donc des couvertures excessives, donc qui vont coûter de l'argent puisqu'on va, on va acheter beaucoup plus, ou dans le cas contraire, en cas quand on stocke pas assez, donc on va générer des ruptures, donc un taux de service qui va être diminué. Et là, encore une fois, ça peut porter préjudice donc au business et aussi à la trésorerie. Donc c'est tout un arbitrage qu'il faut réaliser. Après, pour l'analyse de la performance, ou en tout cas des outils qui sont entre guillemets assez simples, ou en tout cas les premiers outils qu'on utilise nous dans cette gestion pour suivre la performance des stocks, ça va être ce qu'on appelle une matrice de variabilité de la demande, qui est ni plus ni moins qu'en fonction des références et de la variabilité donc de la demande sur ces références et la proportion dans le chiffre d'affaires, il y aura un arbitrage sur les niveaux de stock optimum, pour, voilà, pour le définir au sein de l'organisation. Mais ça, encore une fois, ça peut être un sujet assez vaste. Donc, voilà, on va se focuser sur décaissement, encaissement, quitte à peut-être faire d'autres ateliers sur cette notion-là. Je vais enchaîner tout de suite sur la partie maintenant prévisionnelle. Donc, on a vu une partie très opérationnelle, très process. Maintenant, quand on parle de gestion du cash, il y a aussi cet aspect prospectif, donc cette prévision de cash. Alors, quand on parle de prévision de cash, il faut toujours distinguer les horizons. On a ce qu'on va dire des prévisions à court terme. Les prévisions à court terme, c'est vraiment le pilotage de sa liquidité en banque. Donc, ça va être vraiment le travail d'un trésorier d'entreprise. Le trésorier d'entreprise, lui, il fait ses prévisions alors de façon cadencée, mais sur un horizon qui va aller entre 1 à 30 jours en fonction des structures. Bien souvent, on parle, enfin, les prévisions des trésoriers sont des fiches valeurs à 10 jours qui sont ensuite actualisées. Mais voilà, quand on parle de prévisions court terme, c'est vraiment piloter ce qu'on a sur nos comptes bancaires et projeter le solde sur nos comptes bancaires. Donc pour ça, bien entendu, on part d'une position à date, de la position au jour J de nos liquidités, et on va positionner encaissement et décaissement donc sur l'horizon qu'on s'est défini, donc disons 10 jours. On va positionner donc l'ensemble de nos encaissements et de décaissements par nature pour projeter donc le solde bancaire. Donc ça, on le fait en général par banque. On le fait aussi par nature d'encaissement et de décaissement, plus communément ce qu'on appelle un peu les codes budgétaires. Et on va faire cette projection. Sur la partie encaissement, rappelez-vous, quand on évoquait le cycle client et justement la procédure de recouvrement, je parlais des promesses de règlement client. Donc, en fait, pour modéliser ou en tout cas pour projeter sur cet horizon court terme votre trésorerie, c'est à ces éléments-là qu'il faut se référer pour positionner les encaissements clients. Ce sont donc des promesses de règlement qui ont été obtenues, validées par les clients et qui sont suffisamment fiables, on va dire, pour être pris en compte dans cette projection court terme. La partie décaissement, elle va surtout découler, donc bien entendu, des dettes que vous avez déjà, qui existent déjà en tout cas dans vos comptes fournisseurs, puisque ça va être finalement le positionnement des décaissements à échéance. Alors encore une fois, là, dans ces projections de cash, bien entendu,
pour pouvoir bénéficier, en tout cas tirer profit et piloter correctement son cash, tout ce qui sera décaissement doit être positionné à la date d'échéance et non pas avec du retard pour pouvoir ensuite réaliser les arbitrages. Donc, une fois qu'on a positionné l'ensemble de nos encaissements et des décaissements, on va avoir donc cette projection de solde bancaire, alors qui sera fait par banque. Donc, vous allez avoir la banque 1, là, comme est affiché à l'écran. Vous avez un solde projeté pour la banque 1, vous avez un solde projeté pour la banque 2. Donc là, vous avez déjà une notion de liquidité globale au sein de votre structure. Et il y a un deuxième exercice quand on fait ces prévisions court terme également. C'est quelque part de l'optimisation du coût bancaire, en tout cas des charges bancaires, et puis l'optimisation de l'utilisation des facilités qu'a pu vous accorder votre banque. Alors, par facilité, on va parler par exemple très basiquement de découvert que la banque vous a autorisé et du découvert donc disponible sur chacune de vos banques. Auquel cas, quand vous avez fait cette projection de solde bancaire, vous avez des arbitrages à faire pour déjà minimiser vos coûts, comme je le disais. Donc, ça va être limiter l'utilisation peut-être d'un découvert et aussi d'optimiser l'utilisation propre de ces découverts. Et c'est ce qu'on appelle donc des équilibrages de compte. Donc là, sur la représentation assez schématique et simpliste de cette projection, vous voyez le montant en vert qui est un mouvement d'équilibrage, c'est-à-dire que sur ma banque 2, finalement, j'avais de la liquidité, j'avais également un découvert disponible non utilisé, et en parallèle, sur ma banque 1, j'étais plutôt en découvert et mon solde pouvait dépasser le montant de mon découvert autorisé. Donc là, typiquement, monitorer ma liquidité, il faut que j'équilibre mes comptes pour pouvoir, en tout cas, ne pas dépasser à minima mes découverts disponibles et du coup, par conséquent, optimiser mes coûts bancaires. Et là, je me permets de rebondir sur souvent on a la question, quel est le nombre d'établissements bancaires avec lesquels on doit avoir une relation. On voit que l'importance d'avoir à minima deux établissements bancaires avec lesquels vous commencez à avoir une relation sur du long terme, ça vous permet vraiment de pouvoir comparer les offres quand vous aurez besoin d'un financement quel qu'il soit. Et de pas, c'est pas au moment où on a besoin d'un financement qu'on commence à prospecter d'autres banques. C'est toujours possible, mais quand même, c'est mieux d'entamer une relation sur du long terme. Et quand on parle d'entamer une relation sur du long terme avec un établissement bancaire, c'est des comptes qui sont actifs, c'est-à-dire, entre guillemets, ça ne sert à rien d'avoir un compte dormant auprès d'un autre établissement bancaire. Ce n'est pas ça qui permettra d'avoir une relation, on va dire, de poids avec l'établissement bancaire. Eux, ça ne les intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du mouvement et qu'il y ait une certaine activité. Et d'où l'importance de démarrer avec deux établissements bancaires et de faire ce jeu d'équilibrage pour pouvoir après, au moment venu, quand vous avez besoin d'un financement, pouvoir comparer les offres et être en position, on va dire, en position de force. Et après moi, j'avais, par rapport aux outils, Stéphanie, finalement, c'est quoi l'outil, le bon outil pour utiliser pour faire cette prévision? Après, tout va dépendre en fait de la complexité, de la volumétrie de vos flux, mais c'est des exercices qui sont aussi très bien pour commencer sur Excel. Enfin, ce n'est plus ni moins que de l'addition, de la soustraction. Donc, il ne faut pas forcément imaginer mettre des outils. Alors, il y a des outils de gestion de trésorerie opérationnelle qui intègrent justement ces notions de prévision. Pour les structures, on va dire, qui démarrent, ou en tout cas avec des nombres de flux limités, rien ne vous empêche de faire cet exercice déjà sur Excel. Bien entendu, les outils de gestion de trésorerie opérationnelle, qui vont aussi servir en fait d'outils de communication avec les banques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer de façon automatique les opérations bancaires pour éventuellement les déverser dans votre comptabilité. Vous allez aussi pouvoir émettre des paiements via ces outils de communication pour transmettre automatiquement à votre banque. Ça sont des outils qui vont intégrer ces notions de prévision de trésorerie, cette gestion de trésorerie.
Aujourd'hui, on a aussi des plateformes bancaires qui sont totalement adaptées, encore une fois, quand il y a un nombre limité de flux et qui font très bien l'affaire Ouais. pour commencer. Mais on voit l'importance en fait des outils, en amont pour avoir cette information sur vos encaissements, sur vos décaissements. C'est vraiment ça sur lesquels qu'il faut travailler en priorité pour pouvoir après gérer la trésorerie. Bien entendu, ces prévisions, donc elles s'actualisent et les prévisions qui sont non réalisées, elles se repositionnent. Après, en termes d'actualisation, on est sur des rythmes qui peuvent être, on va dire, modulables. Mais bon, après, en tant que dirigeant, vous avez besoin d'avoir des visions assez précises. Donc, ça va dépendre, bon, je vous disais, de la volumétrie, mais aussi de la nature des flux. Si vous avez des encaissements clients qui sont, on va dire, majoritairement positionnés une fois dans le mois, vous n'avez pas forcément besoin d'actualiser de façon quotidienne ou même hebdomadaire vos prévisions. Donc ça, tout est adapté en fonction vraiment de votre activité, de vos principales échéances et puis des spécificités propres à chaque structure. Donc ça, c'était vraiment la partie, on va dire, court terme, pilotage de la trésorerie tel que le fait un trésorier d'entreprise. On va passer maintenant à la prévision moyen-long terme. Donc là, on est sur un horizon plus lointain, bien entendu. Donc on va plus être sur du 3 à 12 mois, voire davantage. Donc cet exercice-là, c'est une prévision de trésorerie qui va davantage vous permettre d'évaluer vos besoins de trésorerie, la faisabilité de certains projets, de pouvoir éventuellement aussi mesurer le besoin de trésorerie pour pouvoir trouver les financements qui vont être les plus adaptés. C'est aussi un très bon outil de communication avec vos partenaires financiers. Tout à l'heure, Agnès parlait justement de la relation qu'on pouvait nouer avec sa banque pour aller rechercher du financement. Ça, typiquement, la prévision de trésorerie, quand vous recherchez un financement, elle est quasiment essentielle et incontournable, puisque c'est ni plus ni moins que le reflet, bien entendu, de votre activité, mais aussi de toute votre organisation, toute votre structuration et de vos processus. Puisque quand on fait cet exercice de prévision de trésorerie sur des horizons, donc 3 à 12 mois, voire plus, là, on cherche vraiment à traduire en cash le business et les processus au sein de l'entreprise. Donc, de façon, on va dire, assez schématique, telle qu'elle vous est présentée sur l'écran. Donc, il y a quelques points clés ou en tout cas bonnes pratiques pour réaliser cet exercice. Donc, on va toujours démarrer, bien entendu, d'une trésorerie d'ouverture, c'est-à-dire que cet exercice-là, vous allez le commencer donc, à une date donnée. Il faut savoir qu'à cette date donnée, donc, vous allez avoir un niveau de trésorerie en banque. Ce niveau de trésorerie, si vous avez des financements tels que des cessions de factures ou de créances auprès de partenaires financiers qui vous financent sur ce billet-là, il faut le retraiter de votre trésorerie d'ouverture pour pouvoir vraiment traiter toute la partie financement, on va dire en pied de page, pour encore une fois peut-être challenger le fait que ces financements soient adaptés et éventuellement compléter ces financements. Mais en tout cas, une des bonnes pratiques, c'est de commencer par une trésorerie qu'on va appeler non financée, brute, pour pouvoir ensuite positionner en 3 silos donc tous vos flux in et out, donc encaissement, décaissement, qui vont être liés à votre exploitation, aux investissements et aux aspects financiers. Sachant que, bien entendu, plus votre exercice sera exhaustif, plus il aura de la valeur et sera fiable. Donc ça, il faut être en tout cas aguerri pour ne pas omettre certains impacts cash. Alors je pense notamment à la TVA, puisqu'on a tendance à modéliser ces encaissements donc, qui sont TTC, ces décaissements TTC, mais justement le jeu de la TVA, du reversement de TVA, éventuellement la récupération de crédit de TVA, peuvent également influencer le cash. Donc ça, c'est des éléments également à prendre en compte pour donc avoir une exhaustivité des flux et vous donner donc une trésorerie de clôture projetée donc par pôle exploitation financement financier. Cette trésorerie de clôture, bien entendu, elle sera soit excédentaire
soit déficitaire, donc auquel cas ça va mettre en évidence des besoins de financement. Et là, à partir de cet outil-là, un grand avantage, ou en tout cas une grande utilité, c'est que vous calibrez précisément votre besoin. C'est-à-dire que vous n'allez pas toquer à la porte de partenaires financiers en demandant une enveloppe, on va dire, approximative. Là, c'est vraiment tangible. Et par ce biais-là également, vous êtes capable de démontrer aussi à votre partenaire financier que vous serez en mesure ou pas de répondre, en tout cas de faire face à vos obligations, aux échéances liées à ce financement. Donc ça a un côté très rassurant, en tout cas pour les partenaires financiers, alors que ce soit des banques, des organismes de financement d'exploitation, mais également si vous avez des investisseurs, c'est en général un outil qui est demandé, ou en tout cas s'il n'est pas exigé, il est fortement apprécié. Donc ça, c'est un point essentiel. Alors bien entendu, ça nécessite l'établissement de budget d'exploitation, puisque vous comprenez, enfin, par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur la prévision court terme, qui était vraiment du positionnement d'échéances, mais de créances et de dettes qui étaient existantes. Là, on est sur un horizon plus lointain, et du coup, vont entrer en jeu tous les flux d'exploitation prévisionnels. Donc, ça nécessite que vous élaboriez un budget d'exploitation et sa traduction en cash, donc dans cet exercice, via de la modélisation basée sur des lois d'encaissement. Alors, les lois d'encaissement, un petit focus aussi en termes de bonnes pratiques, c'est qu'il faut être objectif dans cet exercice, c'est-à-dire qu'autant, encore une fois, et j'insiste, c'est que sur ces éléments prévisionnels, les décaissements doivent vraiment être positionnés à échéance, ne générer vraiment aucun retard, puisque sinon votre exercice perd de sa valeur. En revanche, sur les encaissements, il est important de tenir compte des comportements payeurs de vos clients. Donc, il y a des modélisations qui peuvent être faites, des lois d'encaissement, d'appurement qui peuvent être déterminées pour pouvoir positionner vos flux d'encaissement. Mais encore une fois, une règle d'or est vraiment de réaliser cet exercice sans retard sur la partie décaissement. Auquel cas, vous n'auriez pas un besoin de trésorerie fiable et sur lequel vous pourriez vous baser pour pouvoir faire vos arbitrages. Et une fois qu'on a fait cet exercice de prévision, aussi, il est important, ou en tout cas, il n'est pas possible de le décorréler d'un contrôle budgétaire. Alors, ce qu'on appelle contrôle budgétaire, c'est ni plus ni moins que la comparaison entre les prévisions de trésorerie et le réalisé. Donc, ça va vous mettre en évidence les écarts. Enfin, rares sont les cas où la prévision est exactement conforme au réel. En tout cas, ces écarts, une fois qu'on les a mis en évidence, il faut vraiment que vous preniez le temps de les étudier, puisqu'ils peuvent être le reflet d'une activité qui est surperformée ou qui n'a pas été au rendez-vous, mais ils peuvent également refléter des dysfonctionnements au sein de vos processus, au sein de votre organisation. Et là, ça vous donne des bons indicateurs pour pouvoir remonter sur les axes d'amélioration, les dysfonctionnements peut-être ponctuels mais qu'il faut corriger, donc que ce soit en termes d'hommes. Je vais prendre un exemple, vos encaissements clients ne sont pas au rendez-vous, donc vous avez un écart conséquent entre votre réel et votre prévision. Vous allez creuser, pourtant mon activité était bien conforme à mon budget, donc ça veut dire que c'est dans ma chaîne de mon cycle client. Peut-être que mon équipe recouvrement, alors il a fait froid, il y avait que la moitié des actions qui a pu être faites puisque la personne avait été absente la moitié du temps. Bon, ça pourrait expliquer une partie de l'écart. Ou alors, il y a eu un problème dans votre SI. En tout cas, voilà, vous avez autant de pistes. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est d'aller comprendre vos écarts pour pouvoir ensuite mettre en place des plans d'action adaptés si nécessaire. En termes, pardon, parce que je vois que le temps court. En termes d'outils, toujours Excel, toi, ta préconisation? Alors, il y a des outils sur le marché qui existent pour faire ces prévisions. Nous, on en fait beaucoup pour nos clients. On n'a jamais trouvé un outil qui nous convenait parfaitement puisque, je vous le disais,
ça doit être un reflet de vos processus internes et il y a une certaine, enfin, comment dire, enfin, ça doit être adapté, ça doit être du sur-mesure, cette prévision. Donc, de toute façon, les premiers pas sont à faire sur Excel, à mon avis. Nous, de toute façon, quand on accompagne les clients dans, on va dire, dans la mise en place d'outils pour pouvoir peut-être optimiser, automatiser certaines choses, on démarre toujours par faire cet exercice sur Excel. Ça nous sert aussi de cahier des charges pour une éventuelle implémentation d'outils. Donc, de toute façon, si cet exercice n'existe pas aujourd'hui, moi, mon conseil serait en effet de le préparer sur Excel pour pouvoir avoir cette main et cette souplesse, en tout cas pour la construction d'un modèle fiable. Ouais. En fait, je rebondis, c'est un peu comme aussi quand on construit un business plan qui est le reflet en fait, de l'activité et du projet. Finalement, l'Excel permet vraiment de faire quelque chose sur mesure et qui reflète vraiment l'activité. Exactement. Ouais. Je vais passer à la conclusion, parce que désolée, on a un petit peu dépassé. Oui, donc voilà, nous, notre objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous montrer à quel point finalement le cash, la gestion de cash est hyper structurant et doit faire l'objet enfin, voilà, d'une réflexion et d'une organisation en interne pour être vertueux. Forcément, quand on dit qu'on gère du cash, on gère des encaissements et des décaissements, ça va bien en le rappelant. En termes d'outils, finalement, nous, ce qu'on voulait vous démontrer, c'était que c'est vraiment les outils en amont qui sont les plus importants. Alors, les outils de gestion de clients, enfin, tout ce qui est la partie encaissement et aussi gestion, on va dire, des dépenses. Ça, c'est votre expert comptable. Enfin, votre expert comptable peut vous accompagner là-dessus. Nous, on accompagne nos clients sur la mise en place d'outils, comme je disais. On les accompagne sur des cahiers des charges, mais également, on a un certain nombre d'outils qu'on référence et avec lesquels on négocie des contrats en direct pour pouvoir faire bénéficier à nos clients de tarifs avantageux. D'autant plus avec cette arrivée de cette évolution réglementaire qui est la facturation qui est électronique, qui va arriver à grands pas auquel il faut se préparer. Et qu'après, quand on gère le cash, il y a cette notion vraiment de court terme, mais également de moyen et long terme qu'il faut appréhender et qui va vous permettre d'anticiper les difficultés, de communiquer avec les différents tiers. Donc voilà, donc désolée pour le dépassement. On espère que ce webinaire vous a intéressé. On sera très heureux d'en réorganiser d'autres. Si vous avez des thèmes qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part. On avait commencé à en discuter avec Emmanuel, notamment tout ce qui est gestion du personnel. Je pense qu'il y a des gains de productivité à avoir en termes de gestion de personnel sur des outils qui existent et qui permettent de vraiment gagner en productivité sur la gestion administrative et l'ensemble des sujets. Donc, peut-être que si vous avez encore quelques minutes, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Nicolas, vu que vous étiez le premier arrivé, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non, c'était clair, pas de questions. Merci en tout cas pour la présentation. Avec plaisir, avec plaisir. Auquel cas, en tout cas, si des questions venaient a posteriori, alors comme le disait Agnès, si vous êtes accompagné, donc pas expert comptable ou autre, ils seront sûrement en mesure de vous répondre, mais sinon, il ne faut pas hésiter non plus à revenir vers nous si vous voulez même un échange sur des problématiques, sur votre actualité cash, on se tient à votre disposition. Ah, si, peut-être j'en ai juste une qui me revient. Vous parliez de la DGCCRF. Que faire si un de nos fournisseurs nous envoie une facture avec une mauvaise échéance? Est-ce qu'une simple trace écrite par mail justifiant pourquoi il sera payé à telle ou telle date plutôt qu'à la date qui a été mentionnée est suffisante, ou alors il faut leur demander un avoir et une refacturation? Idéalement, enfin, ce serait de demander à ce que la facture soit modifiée avec la date d'échéance correcte.
Après, auquel cas, si vous avez, enfin voilà, comme vous dites, si vous convenez que la date a été erronée, que vous allez payer à la date contractuelle, etc., que vous gardez bien une trace écrite, normalement, alors, les contrôles de DGCCRF, il y a une partie aussi beaucoup subjective, hein, c'est-à-dire qu'ils se basent sur un calcul mathématique de base, sur un calcul de sanctions de gains de trésorerie. Mais bien entendu, si jamais vous faisiez l'objet d'un contrôle, il ne faut pas non plus prendre, on va dire à la lettre, le montant de la sanction qui pourrait vous être calculé, puisqu'ensuite, il y a des cas où on peut atténuer les sanctions, notamment si vous avez des litiges avec les fournisseurs. La DGCCRF, à première vue, elle prend vos données, elle calcule son retard, elle vous donne votre sanction, et si vous dites rien, bon, bah, c'est celle qui s'applique. Dans le cas de contrôle, vous pouvez justifier de retard lié à des litiges, auquel cas, bon, bien entendu, il faudra justifier les litiges, mais ça peut diminuer votre sanction. Si ce sont des délais qui sont, ou des retards qui sont liés avec des sociétés liées ou ce genre de choses, ça peut encore une fois être des exemples de diminution, en tout cas d'allègement de sanctions de la part de la DGCCRF. Donc, en tout cas, quand vous avez ce type de contrôle, bien entendu, plus vous aurez de matière et de preuves probantes sur la justification de vos retards, plus vous serez protégé et vous aurez de chances de diminuer les sanctions. Donc, c'est toujours important, de toute façon, parler de justificatif à plusieurs reprises, d'avoir ces éléments-là à disposition au maximum, en tout cas. Et bien avoir en tête qu'effectivement, ça ne concerne pas que les grandes entreprises, hein. On le voit dans les PME. Bien sûr. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Oui, Stéphane, vous êtes arrivé en cours de route. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Pas sur le début de l'intervention, du coup. Oui, pas de souci. Et ce que j'ai pu voir, je suis arrivé en retard, oui, effectivement, excusez-moi, me paraissait tout à fait clair. Il n'y a pas de questions particulières. Parfait. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. On espère que voilà, vous aurez trouvé dans cette présentation quelques clés ou en tout cas quelques points d'attention pour vous aider à piloter votre cash au mieux. Et puis encore une fois, on est à votre disposition si vous en avez le besoin. Merci à vous en tout cas. Merci, avec plaisir. Belle présentation. Même moi, j'ai compris et j'ai noté. Donc, en tout cas, moi, ça m'a bien aidé pour après même au mieux conseiller les lauréats. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et ce webinaire en tout cas. Avec Merci. plaisir. C'est nos objectifs, hein. Nous, vraiment, l'idée, c'est à chaque fois d'accompagner et d'être le plus opérationnel possible sur des sujets, quels qu'ils soient. Non, mais c'est vrai que sur décembre, voilà, tout le monde est un peu dans le jus de ce que je vois, donc c'est pour ça que le nombre de participants. Mais Agnès, je reviendrai vers toi pour voir ce qu'on peut faire dans l'année 2023 pour nos lauréats par rapport à ce sujet qui est toujours intéressant. Mais c'est vrai que décembre, ça a l'air compliqué. Donc la prochaine fois, on fera mieux. Et on le fera en présentiel, hein. Il y aura pas de grève SNCF, pas de Covid, pas de... Voilà. Exactement. Merci à vous en tout cas. Merci. Et puis à bientôt et à bientôt. Agnès, je te rappellerai pour faire le point sur les clubs. Avec plaisir. Merci. Merci. Très bonne journée à tous. Bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.